Vous faites bien de choisir la RTNC et vous avez raison, mesdames, messieurs, bonsoir. À la une ce soir, Floribert Anzoulouni a présenté à la SADC le progrès réalisé par la RDC dans l'application de ses engagements issus de l'accord de paix conclu avec le Rwanda sous l'égide des USA, une démarche qui réaffirme la volonté de Kinshasa de faire avancer le processus de paix dans la région des Grands Lacs. Un autre titre dans ce journal, comment les gauchers parviennent-ils à s'adapter dans un monde largement conçu pour les droitiers à l'occasion de la journée mondiale des gauchers? Le reportage que vous allez suivre tout à l'heure va se pencher sur les difficultés rencontrées par ces personnes utilisant principalement leur main gauche. À suivre dans ce journal, ça sera tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. J'ai dit tantôt, le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, a informé le Conseil des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe des avancées enregistrées par la RDC dans la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre de l'accord de paix conclu avec le Rwanda sous l'égide des USA. Un reportage d'Oscar Mbalkaïch. Parmi les avancées présentées au cours de cette rencontre de haut niveau figure la signature par les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, d'un protocole prévoyant leur désarmement et leur démobilisation. Selon les ministres congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, les FDLR se sont engagés à être désarmés, démobilisés et cantonnés avant leur rapatriement au Rwanda ou leur délocalisation vers un pays tiers. Cette intervention constitue la première prise de parole officielle de la RDC lors des travaux de la SADC depuis le règlement de la totalité de ses arriérés de contributions à cette organisation sous-régionale. Malgré les pressions budgétaires et financières causées par la double riposte contre l'agression rwandaise et les différentes catastrophes d'ordre sanitaire, en l'occurrence la lutte contre le virus Ebola, la République démocratique du Congo vous rassure de sa pleine participation avec plus d'énergie pour poursuivre nos efforts communautaires pour faire avancer la mise en œuvre de notre plan stratégique de développement. Kinshasa avait perdu depuis plus de 2 ans son droit de parole lors des séances plénières et décisionnelles de la SADC en raison des 10 arriérés. Le ministre a également insisté sur la mise en place d'un comité de suivi incluant des partenariats régionaux et internationaux chargés de veiller à la mise en œuvre des engagements avec pour objectif assurer la transparence et la fiabilité du processus. Le comité conjoint de coordination du projet de renforcement de la surveillance pour la détection précoce, l'alerte et la réponse aux épidémies en RDC et en Zambie a tenu sa première réunion. Cette rencontre a permis aux parties prenantes de définir les orientations stratégiques et d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet. Bobette Yenga, Anastasie Ndumbu et Papi Mbongo. Une surveillance efficace s'impose face aux défis sanitaires majeurs liés aux maladies émergentes et réémergentes et aux épisodes successifs de la maladie à virus Ebola au cours des dernières décennies en RDC. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire les projets de renforcement des capacités de la surveillance dénommé Une Santé, un système capable de détecter le menace sanitaire et de déclencher rapidement les mécanismes de réponse. Grâce à l'utilisation du test diagnostic rapide Quick Navi Ebola, le Japon considère le renforcement de la sécurité sanitaire. À travers la JICA, le gouvernement japonais demeure fermement engagé à accompagner la RDC dans ses efforts de renforcement des capacités institutionnelles, techniques et scientifiques. Le présent projet vient consolider les acquis de cette expérience de terrain et les leçons apprises du précédent projet SATREP sur la recherche épidémiologique sur les zoonoses virales. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement non seulement du partenariat existant, mais surtout des capacités de détection rapide et précoce des menaces de santé publique
composante indispensable à une surveillance optimale. Au cours de la toute première réunion du comité conjoint de coordination, il était question d'approuver les cadres de mise en œuvre du projet, le plan de travail annuel et de lancer officiellement les activités du projet. Lancé en avril dernier, ce projet de 5 ans du gouvernement japonais par l'entremise de la JICA concerne l'RDC et la Zambie avec la participation des parties prenantes impliquées dans les diagnostics, la recherche et la lutte contre les maladies virales zoonotiques. À quelques jours de leur départ pour la France, les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellence RDC, dont l'institutionnalisation marque une étape importante dans l'excellence académique en RDC. Ces derniers ont été reçus par la Première ministre, accompagnés de la Fondation Lona. Ces jeunes lauréats ont effectué une immersion au sein de la primature avant d'échanger avec le chef du gouvernement. Un reportage d'Emmanuela Commissaire et Pompomba. Ils s'apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur parcours académique. À quelques jours de leur départ pour la France, les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellencia RDC ont été reçus à la primature par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Une rencontre placée sous le signe de l'excellence, mais surtout de la responsabilité. Je suis très heureuse et très honorée parce que c'est la première fois que je me retrouve vraiment face à elle. On n'arrêtera toujours pas de donner, de faire les choses à fond, que ce soit les révisions, que ce soit notre propre entretien, que ce soit notre manière de vivre parce qu'on représente le pays. On ne cessera jamais de tout donner. Avant de rejoindre leurs universités à Reims, Lille, Marseille et autres, ces lauréats accompagnés par la Fondation Lona de la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont découvert les coulisses de la primature et le fonctionnement de cette institution au cœur de l'action gouvernementale. Face à eux, la chef du gouvernement a livré un message clair: apprendre, s'ouvrir au monde, mais ne jamais perdre son identité. Vous partez pour étudier, il faut persévérer. Il ne faut pas se laisser abattre par des échecs. En cours de route, il va y en avoir. Mais il ne faut pas non plus accumuler les échecs. Parce que si vous accumulez les échecs, vous allez à la catastrophe. L'autre chose et la dernière, confiez-vous au Seigneur. C'est important. Parce que dans des moments de doute, dans des moments où tout devient tellement difficile à vivre, c'est lui qui peut vous garder, vous redonner cet espoir-là. Il faut s'accrocher à lui. Et il ne faut pas abandonner. Un échange direct suivi d'une séance de questions-réponses avant un passage symbolique devant les bustes des anciens premiers ministres. Désormais inscrit dans un cadre national et soutenu par l'État, Excellencia RDC s'inscrit dans la politique gouvernementale de développement du capital humain. Et puis le directeur général du FONAREV, Patrick Fata Makunga, a effectué une mission d'évaluation de ce projet dans le Nord Kivu, notamment à Beni et à Oicha. Cette visite a permis de mesurer l'impact des réparations urgentes et soutenir les victimes des conflits armés dans l'Est de la République. Reportage. À Beni, les cicatrices de la guerre sont encore visibles. Mais au milieu des blessures, des chantiers redessinent déjà à venir. Le mercredi 12 août, la délégation du FONAREV a posé ses valises dans cette partie du Nord Kivu, meurtrie par les conflits. Objectif de cette mission d'itinérance, aller au-delà du rapport et vérifier sur le terrain l'état d'avancement de projets de réparation globale financés par le FONAREV, mais aussi ceux mis en œuvre avec le concours des systèmes des Nations Unies. La délégation conduite par le directeur général Patrick Fata Makunga a tout d'abord échangé avec le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, puis direction l'hôpital général de référence de Beni. Sur place, la délégation a procédé à la dotation en kits de santé sexuelle et reproductive, appui au centre intégré multisectoriel. À Oicha, une ambulance médicalisée est également remise symboliquement à l'hôpital général de référence. Un équipement destiné à faciliter et sécuriser les transferts des cas nécessitant des soins d'urgence. Mais la réparation ne se limite pas aux soins. Elle passe aussi par l'éducation. À l'école primaire Mapendano, les FONAREV suit de près la construction d'un bâtiment moderne de 6 classes.
Les travaux sont presque achevés. Sur le terrain, le directeur général du FONAREV s'est dit satisfait de l'évolution des différents projets. Nous avons rencontré des femmes et des hommes qui sont satisfaits de ce qu'ils ont reçu comme assistance. Évidemment, les besoins restent énormes, mais le message qu'on leur a apporté aujourd'hui aussi, c'est de savoir que nous ne les avons pas oubliés et que ce qu'ils voient pour le moment, ce n'est qu'un début et que nous reviendrons dans les jours qui viennent pour compléter et remplir en tout cas ce qui est notre mission de réparation. À Béni, les FONAREV réparent vers Kalemi avec un constat. Les réparations commencent à changer les quotidiens de chaque victime. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a animé un panel consacré aux perspectives professionnelles offertes à la jeunesse congolaise dans le cadre du partenariat entre la RDC et les USA. Une rencontre qui se tient à l'occasion de la semaine de l'étudiant autour du thème partenariat RDC-USA. Quelle opportunité de carrière professionnelle pour la jeunesse? Gaëtan Magalano nous en dit plus. À Silikine, village, lors de la semaine de l'étudiant, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a souligné que les relations de coopération entre la RDC et les USA, établies depuis 1960, couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'éducation, la technologie, le média, pour ne citer que cela. Évoquant les accords conclus à Washington le 27 juin 2025 par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, puis a entériné le 4 décembre de la même année par le président de la République et le président rwandais Paul Kagame, en présence du président américain Donald Trump. Patrick Mouyaya a insisté sur leur portée pour la jeunesse congolaise. Il a également insisté sur l'importance de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le domaine tel que l'agritech, la fintech, le média numérique, le tourisme, la musique, le cinéma, l'éducation en ligne et l'économie verte. Je suis plutôt bien heureux de voir qu'ils se sont intéressés spécifiquement cette année sur l'accord de partenariat stratégique conclu avec les Américains. C'est la preuve que les étudiants s'intéressent à l'avenir de ce pays. Évidemment, nous avons eu l'occasion de changer sur ces accords, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait pas que ces jours-là à Washington, le 4 décembre, il n'y avait pas que l'accord de partenariat stratégique avec les Américains, mais il y avait aussi l'accord de paix avec le Rwanda, parce que tout combiné va dégager des opportunités d'emploi, que ce soit dans les cadres d'intégration économique régionale rattachés à l'accord de Washington, que ce soit dans les cas des projets à développer, dans les cas du partenariat stratégique avec les Américains. Et je pense qu'il y a eu une bonne réceptivité sur le sujet et j'ai nourri davantage d'espoir sur les jeunes Congolais par rapport à leur capacité de relever les défis qui les attendent. Dans son intervention, le ministre de la Communication a transmis 3 messages essentiels aux étudiants. La confiance en leur potentiel, la responsabilité de mettre les compétences acquises au service du développement national et l'engagement citoyen, fondé sur le travail, l'éthique, le patriotisme et le service public. Inscrivant ces démarches dans la vision du chef de l'État, il a rappelé que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo place la jeunesse au centre de son action. Les jeunes membres de la société civile plaident pour l'accélération de la mise en œuvre des accords de Washington. Ils demandent notamment aux USA de mettre le pied sur l'accélérateur pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Un mémorandum a été remis à cet effet à l'ambassade des USA en RDC, Luzette Sakala. Papi Mbongo. 8 mois après la signature des accords de paix et du partenariat stratégique avec les États-Unis, une frange de la société civile suit de près la mise en œuvre de ces accords de Washington. La coordination des leaders engagés pour le développement du Congo plaide pour l'accélération dans l'exécution des 10 accords. Un mémo a été remis ce jeudi 13 août 2026 à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. La coordination des leaders engagés pour le développement du Congo exige les retraits totales de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC et M23 sans délai d'une part. Par ailleurs, l'établissement des responsabilités pénales contre le responsable de ces crimes et génocides perpétrés sous les sols congolais aux fins de réparation des victimes de ces affres de guerre. Au-delà des sanctions imposées à certains acteurs clés de la crise dans l'Est, ces jeunes ne jurent que pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité.
Près de 7000 jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'une subvention du gouvernement, ce après avoir pris part au concours du plan d'affaires Transform Copa. Nouvelle entreprise, cohorte sous la direction du projet Transform. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement, Justin Kalumba, qui a présidé la dite cérémonie. Mireille Ndeke pour plus de détails. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Sur plus de 17 000 candidats, juste 7 000 ont été triés après un travail laborieux présenté par chaque entrepreneur ayant postulé au concours du plan d'affaires Transform Copa. On pouvait lire l'émotion sur le visage des bénéficiaires qui vont désormais pouvoir accroître leur business, et ce grâce à une subvention de l'État à travers le projet Transform de la Banque mondiale. Cette cérémonie de la présentation des lauréats du concours du plan d'affaires Transform Copa, nouvelles entreprises et cohorte 1, sous la direction de l'unité de coordination du dit projet, a connu la présence du ministre des tutelles, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, qui a réitéré son engagement à poursuivre son accompagnement pour répondre à la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. C'est des entreprises qui vont affronter maintenant le monde professionnel, qui vont devoir s'affirmer par rapport à une autre forme de compétitivité. Et donc, il faut faire en sorte que finalement ces entreprises puissent survivre. Pour les coordonnateurs du projet Alexis Mangala, les efforts fournis par les entrepreneurs congolais méritent d'être reconnus. Notre ambition est plus grande. Faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs congolais capables d'innover, de croître, de créer des emplois et de bâtir des entreprises durables. Un signal fort pour les bénéficiaires et aussi une motivation pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Il s'y est de noter que ce concours a regroupé les candidats venant de plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur a ainsi fait appel à tous les acteurs de l'écosystème à accompagner les entrepreneurs dans un esprit de transparence et d'éthique. Je l'ai dit au sommaire, à l'occasion de la journée internationale des gauchers célébrée le 13 août de chaque année, le reportage que vous allez suivre tout à l'heure s'intéresse à ces personnes qui représentent environ 10% de la population mondiale et évoluent dans un environnement majoritairement pensé pour les droitiers. Entre adaptation, contrainte et créativité, découvrez comment les gauchers apprennent à composer avec les outils et les gestes conçus pour les droitiers. Eric Kabamba pour plus de détails. Quand un rond coiffe, il doit surmonter plusieurs obstacles. Coiffer avec la main gauche, nous avons des outils qui sont assez tranchants. Il faut vraiment beaucoup de délicatesse pour ne pas blesser le client. Toucher les ciseaux, la tondeuse ou les peines, pour ce coiffeur gaucher, devient un véritable casse-tête. La plus grande difficulté que je rencontre, c'est dans la partie gauche du client. Il avance avec précaution. Chaque geste demande davantage de temps et de concentration. Avec ces outils de travail, la difficulté est bien réelle. Le coiffeur reconnaît être parfois lent et avoir du mal à réaliser certains gestes. Conséquence, les clients doivent s'armer parfois de patience avant de voir leur coupe prendre forme. Je suis pas trop rapide. Mais être gaucher ne signifie pas forcément avoir du mal à tout faire. Dans un monde largement conçu pour les droitiers, couteau dans la main gauche, des oignons sous la lame et aucun geste hésitant pour Érudit Kitutu. Chez cette dame, la main gauche semble avoir trouvé tous ses repères. Pour elle, la main gauche n'est pas un handicap, bien au contraire, elle lui permet de cuisiner avec aisance. Il n'y a rien, je trouve ça, il n'y a pas de complications, il n'y a aucune difficulté, en tout cas que je trouve. Elle affirme être parfaitement à l'aise avec tous les ustensiles de cuisine. Déjà avec ce couteau qui est tranchant, vous avez vu comment la manière dont j'ai coupé mes épices, donc c'est facile pour moi, donc ce n'est pas avec des risques. Et cette préférence ne s'arrête pas à la cuisine, une fois à la table. C'est encore la main gauche qui prend le relais. Pourtant, une difficulté subsiste. À l'écriture, Érudit Kitutu est obligé d'incliner son papier ou son bloc-notes pour faciliter son geste. Sur un terrain de football, le pied gauche peut devenir un véritable atout. À 10 ans seulement, Donnel Barouti conduit aisément son ballon. Il jongle et réceptionne les ballons, principalement du pied gauche.
Contrainte pour certains, aisance pour d'autres, avantage parfois pour certains. Être gaucher, ce n'est pas faire moins bien, c'est simplement apprendre à faire les choses autrement. Vraiment. Deuxième recensement général, la communauté musulmane est mise à contribution pour toucher chaque foyer. Le ministre d'État au plan, Guy Lanyembo, mise désormais sur les relais religieux face aux représentants légaux de la communauté islamique. Il appelle les responsables musulmans à mobiliser les croyants autour du recensement. Cédric Kenina. Les mariages est scellé entre le RGHP2 et les mosquées. Dans sa croisade pour mobiliser la population autour du deuxième recensement général, le ministre d'État, ministre du plan Guy Lanyembo, a échangé avec les représentants légaux de la communauté islamique en RDC, Cheikh Abdallah Mangala. Objectif, faire des responsables musulmans des relais de proximité pour sensibiliser des milliers de fidèles à l'importance du recensement. Pour les ministres d'État, aucune couche de la population ne doit rester en marge. Aujourd'hui, donc, il était prévu que nous soyons ici dans le cadre d'information pour que notre message puisse passer. Parce que nous voulons que les gens puissent participer, donc un sentiment d'adhésion. Donc voilà pourquoi nous utilisons tous les canaux possibles et adaptés pour que les populations islamiques puissent profiter de ce canal, je dirais, officiel, parce qu'ils ont de culte, et à ce moment-là, ça va nous servir pour que le message puisse passer. Nous remercions le ministre d'État de la sensibilisation qu'il est en train de faire, et je pense que la population, nous allons parler à la population, à nos fidèles, de se remettre à ceux qui sont dans cette mission pour répondre convenablement et avec beaucoup de justesse. L'appel est donc lancé aux responsables religieux, rassurer, expliquer et surtout encourager la participation au RGPH2, présenté comme un outil essentiel pour mieux planifier les développements du pays. La RDC et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération en faveur de l'inclusion des personnes vivant avec handicap. À Abidjan, les deux pays ont partagé leur expérience, exploré des nouvelles pistes autour de l'employabilité, de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Betty Amani pour ce reportage. À Abidjan, les handicaps s'imposent comme un enjeu de coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire. En marge de la 12e journée nationale du paralytique, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Maître Irène Sambodiata, a été reçue par son homologue ivoirien, Maître Adama Kamara. Au menu des échanges, employabilité, autonomisation, handipreneuriat, statistiques et renforcement de la prise en charge des personnes vivant avec handicap. La Côte d'Ivoire entend ainsi miser davantage sur les capacités des personnes handicapées, notamment à travers des mesures annoncées en matière de subventions et d'accès à la fonction publique. Face à cette expérience ivoirienne, la RDC met en avant les avancées enregistrées depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, institutionnalisation de la question du handicap, renforcement du cadre légal et promotion de l'autonomisation avec un accent sur le handipreneuriat. Et moi, je sais de mon expérience, les développements ou les réponses à donner aux besoins des personnes avec handicap ne viendront pas nécessairement des associations. C'est l'État, ce sont les institutions de l'État qui peuvent apporter des réponses. Et des réponses qui rencontrent réellement les besoins de la population. La RDC annonce par ailleurs un mini-sommet consacré à l'inclusion sociale et à la création du Centre africain d'apprentissage des métiers de handipreneuriat et des innovations. Camille. Et en nouvelle, il reste encore beaucoup à faire. C'est le slogan de Haïkande Hichilema, candidat à sa propre succession. Il affrontait ce 13 août 13 autres candidats à cette présidentielle. Dans un climat de sérénité, les électeurs se sont rendus aux urnes pour se choisir le nouveau président de la République de Zambie. Des longues files d'attente se sont formées dès les premières heures du matin. Le candidat Haïkande Hichilema a voté en début d'après-midi et son principal adversaire, Brian Mundubile, a aussi
le ton, accusant la police d'avoir entravé sa campagne. Le dépouillement commence ce soir et les premiers résultats sont attendus le 17 août. Si aucun candidat n'obtient plus que de 50% de voix, il y aura un deuxième tour pour départager les deux candidats qui seront les mieux placés à suivre dans nos prochaines éditions. Dans le Haut-Katanga, l'ASBEL, les défenseurs des socialistes coordonnés par Blandine Mutshipula réaffirment son engagement aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Sa présidente a signé ce jeudi la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Bata. Un reportage de Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Siège du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation, ce jeudi 13 août 2026, la coordonnatrice de l'ASBEL, les défenseurs socialistes, honorable Blandine Mutshipula, échange quelques instants avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, sur les objectifs de son ASBEL avant d'apposer sa signature sur la charte et le règlement intérieur de la plateforme présidentielle. À travers cet acte politique, honorable Blandine marque sa volonté de contribuer à la mobilisation citoyenne, à la défense des intérêts supérieurs de la nation et à l'accompagnement de toutes les initiatives de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a renouvelé sa loyauté et sa fidélité au chef de l'État et président de la République, tout en soulignant que cette signature ne constitue pas un simple acte administratif, mais l'expression d'une conviction politique et d'une détermination à soutenir la vision de la plateforme présidentielle. Par cet acte, je réaffirme mon engagement à travailler pour mon pays qui est la République démocratique du Congo, à rester derrière les chefs de l'État, à promouvoir l'unité nationale, la paix et aussi penser au bien-être de notre population. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, salue cette démarche et appelle les autres femmes de la République démocratique du Congo à suivre l'exemple de l'honorable Blandine Mutshipula. Elles sont venus de loin, du Grand Katanga, pour manifester leur loyauté, leur fidélité envers l'autorité suprême de notre pays. Et je tiens à les féliciter d'avoir choisi d'être du bon côté de l'histoire. À l'heure de la consolidation des actions autour du président de la République pour un dialogue inclusif, l'appel est lancé à toutes les formations politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, à soutenir la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au parti présidentiel, l'heure est désormais à l'unité et à la cohésion. Après la fin du bicéphalisme à la tête de la fédération de Kananga, les membres du comité unifié rappelés plutôt à Kinshasa sur instruction de leur hiérarchie ont reçu les orientations de la direction du parti pour repartir sur des nouvelles bases. Alain Bikaï. Fini le bicéphalisme à la tête du comité fédéral de l'UDPS Kananga. Après la mission conduite dans cette fédération par le secrétaire général adjoint Théo Bizibu, les membres du comité unifié ont été rappelés à Kinshasa sur instruction de leur hiérarchie pour consultation et recevoir de nouvelles orientations pour un nouveau départ. Cette démarche fait suite à l'application des circulaires 0102 signée par le secrétaire général honorable Augustin Kabouya visant à ramener les cadres concernés à leurs fonctions d'avant la dissidence. Objectif, restaurer l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti, conformément aux directives de la haute autorité des référents du parti. À Kinshasa, les membres du comité unifié ont été reçus par le président intermédiaire du parti présidentiel à leur siège délimité. Dans son message, il a prêché l'amour, le pardon et l'unité, appelant les cadres à tourner la page des divisions. Une cohésion jugée indispensable pour permettre à l'UDPS d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lourde mission de restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Après la dissidence, l'heure est désormais à l'unité et à la remobilisation. Le mouvement Jeunesse Parle pose ses conditions pour sa participation au dialogue politique national inclusif. Son coordonnateur, Serge Etikoum Hamza, plaide pour une implication effective de la jeunesse et rejette toute récompense politique accordée à ceux qui ont pris les armes tout en mettant en avant les revendications des jeunes congolais en matière de prospérité et de dignité. Un reportage de Robert Kalimba. À Kinshasa, le mouvement Jeunesse Parle affiche sa volonté de participer au débat sur le dialogue politique national inclusif tout en posant des conditions qu'il juge essentielles.
Son coordonnateur et initiateur Serge Etikoum Hamza a fait connaître cette position à l'issue d'un échange avec le pasteur Ejibaya Mampia, membre de l'équipe de médiation du dialogue, notamment aux côtés de la SENCO et de l'ECC. Nous pensons qu'on peut dialoguer sur le développement du pays. Nous pouvons également dialoguer sur les opportunités des jeunes. Alors, nous restons très ouverts. Nous allons accompagner les dialogues tels que demandés par le chef de l'État, mais avec exactement les principes que la jeunesse doit non seulement participer activement, mais également la jeunesse doit être prise en compte. Au cœur des préoccupations du mouvement figure le refus de toute forme de récompense politique accordée à ceux qui auraient recours aux armes pour accéder au pouvoir. Nous réfutons avec la dernière énergie l'effort où, pour obtenir une opportunité politique ou un poste en République démocratique du Congo, il faut prendre les armes et tuer nos frères. Est-ce important ou nécessaire de toujours dialoguer lorsque les gens prennent les armes? Ça, c'est toute l'équation autour de la jeunesse qui parle aujourd'hui. Pour le coordonnateur de la jeunesse parle, la recherche d'une solution politique aux crises congolaises ne doit pas créer un précédent susceptible d'encourager la violence comme moyen d'accéder aux responsabilités publiques. Le mouvement estime que le dialogue doit contribuer à la consolidation de la paix et de l'état de droit. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, plusieurs centaines des jeunes se sont réunis autour du thème Génération du centenaire, 34 ans pour bâtir la RDC de 2060. Une rencontre marquée par l'appel du ministre d'État, ministre du Plan, Guy Lanyembo, qui a exhorté la jeunesse congolaise à se préparer pour assumer les responsabilités qui l'attendent. Suivez ce reportage. 34 ans pour bâtir la RDC de 2060. À Kinshasa, le Renfort RDC a réuni ce 12 août plusieurs centaines de jeunes à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Jeunes leaders, entrepreneurs, étudiants et acteurs de la société civile ont pris part à cette rencontre placée sous le thème Génération du centenaire, 34 ans pour bâtir la RDC de 2060. Après le mot de bienvenue de la présidente du Renfort RDC, Priska Manyala, le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement a appelé la jeunesse à se préparer aux responsabilités qui l'attendent dans la RDC du centenaire. Nous sommes convaincus que préparer la jeunesse, ce n'est pas seulement lui donner les moyens de réussir individuellement. C'est aussi lui donner les moyens de comprendre qu'elle porte une part de responsabilité de l'avenir collectif. Leadership, gouvernance, politique publique, santé mentale, engagement citoyen et développement local, plusieurs thématiques ont mûri les échanges au cours de cette journée. Autre temps fort, la remise d'un trophée de mérite à Priska Manyala pour son engagement en faveur de la jeunesse et de la transformation de la société congolaise. La rencontre a également lancé une démarche symbolique, l'élaboration des 34 engagements de la génération du centenaire, soit 34 engagements pour les 34 années qui séparent 2026 de 2060. À travers cette initiative, le Renfort RDC veut inscrire l'engagement de la jeunesse dans la durée et faire de chaque année une étape vers le Congo du centenaire. 34 ans pour bâtir la RDC de 2060, le compte à rebours est lancé. Et pour terminer, dans la ville de Kananga, les infrastructures sportives sont au cœur des préoccupations. En mission d'inspection, le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, a évalué l'état des principaux stades de la ville avec un constat préoccupant entre réhabilitation du stade Kanyoka et délabrement du stade des jeunes de Katoka. L'objectif est désormais de moderniser les infrastructures selon les normes internationales. Notre envoyé spécial, Malumbela. C'est une visite d'évaluation voulue immersive. À Kananga, aussitôt arrivé, Tony Kankushiku a commencé cette tournée par le stade de l'AS Saint-Luc de Kanyuka. Ici, le terrain est déjà bien aménagé avec une pelouse. Mais le constat est clair. Il faut sécuriser les lieux et y ajouter des gradins, la lumière et la sonorisation pour répondre aux normes. Sous les explications des entrepreneurs chinois et de M. Lucien Luchier, conseiller et manager de l'US Chikuku, le haut représentant poursuit sa ronde. Direction, le stade de jeunes de Katoka. Ici, le constat est plus préoccupant. Tribune abîmée, fissurée, béton dégradé, pelouse disparue, bref, terrain en mauvais état. L'infrastructure est à l'abandon. La visite s'est clôturée au stadium. Même son des cloches des entrepreneurs chinois et M. Lucien.
Des grands travaux de modernisation sont indispensables. Tony Kankushiku, haut représentant du chef de l'État et président de l'Union sportive Chikuku, a dressé les bilans et a envisagé les travaux de reconstruction et de modernisation. L'acteur politique veut offrir aux sportifs et à la population du Kasaï central des infrastructures sportives répondant aux normes internationales afin d'accueillir des grandes compétitions au niveau national et international. Pour rester dans l'esprit du chef de l'État, où il faut toujours moderniser ce que nous avons. C'est comme ça qu'il s'est dit, au stade des jeunes de Kananga, on avait déjà commencé à faire quelque chose. Il fallait qu'on nous amène directement des investisseurs. Les gens qui peuvent déjà commencer le travail, pas seulement les discours. À l'issue de la visite, Tony Kankushiku a réaffirmé sa volonté. Ce digne fils du terroir dit vouloir mettre la main à la pâte pour redonner au Kasaï central des stades à la hauteur de ses ambitions sportives. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Ce journal a été rédigé par Nana Mozazebo, Lucie Lavichistenda, Simo Kankolongo et Shora Mazaza, ainsi que Jonathan Moubalama l'ont réalisé pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Demain 7h, retrouvez Mireille Ndeke. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.